La présentation va se séparer en deux parties, enfin trois parties, même la partie où on va parler des performances de DaVinci. Alors, je vais vous partager tout de suite mon écran avec le Keynote. Gérard, si jamais il y a un problème technique, n'hésite pas à me dire. Normalement, ça Bien devrait sûr. aller. Mais voilà. Donc, voilà, je vais vous partager du coup mon écran. On va parler de l'optimisation des performances de DaVinci et on va dérouler la chose en plusieurs parties. Donc, moi, je suis Loïc Gagnon, je suis un spécialiste de la post-production et par rapport à Blackmagic, je suis master trainer sur DaVinci Resolve. Donc, le déroulé de la présentation aujourd'hui va se faire en quatre parties. On va donc évoquer les performances de DaVinci Resolve et pourquoi est-ce que DaVinci Resolve est performant. On va faire un focus technique sur les puces Apple Silicon, les puces M1, dont vous avez certainement dû entendre parler, vous n'avez pas pu passer à côté de ça. On va faire l'analyse des performances en se basant sur ces puces et sur l'évolution. On avait fait les tests sur la version 17.3, donc où il y a eu un gros boost de performance. Donc, comparaison entre 17.3 sur différents ordinateurs et entre 17.3 et 17.1. Et pour mettre en avant les performances et comment on peut manipuler des images en 4K, en 12K, 8K, dans des timelines en 4K et utiliser des techniques un peu évoluées, on va regarder ça directement dans une démo dans DaVinci. Et à la suite de ça, je reviendrai avec Gérard qui me posera les questions que vous pouvez, qui peuvent vous arriver et vous pouvez les mettre dans la session Q&A de Zoom. Alors, on va parler donc de performance de DaVinci Resolve et tout de suite, qu'entend-on par performance? En fait, de nombreux utilisateurs évoquent souvent les performances de DaVinci Resolve, mais qu'entend-on réellement par performance? Est-ce que c'est dû à la capacité de DaVinci Resolve de décoder et d'encoder une vaste gamme de formats? Il est vrai que DaVinci Resolve peut lire et écrire de très nombreux formats différents, depuis les fichiers dits consumer H264 des smartphones, et les H264, on en retrouve à de nombreux endroits, jusqu'aux fichiers RAW haut de gamme des caméras de cinéma numérique. DaVinci Resolve peut également lire une vaste gamme de formats de fichiers de livraison, parce que vous allez pouvoir, avec DaVinci, exporter des fichiers en DCP ou en IMF, par exemple, pour Netflix, qui est l'équivalent, on va dire, du DCP dans le monde du broadcast. Voilà, ça peut être une départ de l'évocation de la performance, mais quand on parle de performance, on peut peut-être évoquer la puissance du matériel. DaVinci tire une grande partie de sa puissance du traitement GPU, pardon. C'est donc une solution évolutive. Ça signifie que DaVinci peut fonctionner depuis un Mac mini à 800 €, et on va en parler, jusqu'à un Mac ou un PC, un Mac Pro ou un PC ultra puissant qui peut atteindre les 30 000 € si on configure au maximum sa solution. Sachant en plus qu'avec le Neural Engine, DaVinci Resolve peut exploiter les nouvelles technologies d'Apple et de NVIDIA pour les processus d'intelligence artificielle. En conclusion, DaVinci Resolve peut utiliser tout le matériel dont il dispose. Mais quand on parle de puissance, est-ce qu'on parle aussi de puissance aussi parce que DaVinci, c'est une solution tout en un? Du coup, on l'évoquait à l'instant, DaVinci, à la base, c'était un outil d'étalonnage, mais maintenant, on peut, dans DaVinci Resolve, organiser ses médias, effectuer du montage avec une solution très puissante, les effets spéciaux, le mixage avec Fairlight, donc les effets spéciaux avec Fusion, et tout ça sans nécessité d'aller-retour, donc les fameuses étapes de conformation qui perdent un temps assez important. Et là, du coup, ça peut être un gain de temps très important et également, du coup, un des points de la performance. On peut de plus travailler avec des fichiers RAW sans forcément avoir besoin de proxy, on va le voir. Et donc ça économise également du temps et de l'argent. Donc c'est l'un des outils de post-production les plus rapides. Donc, par rapport à ces trois points, en évoquant la performance, en fait, la réponse, c'est les trois, puisque du coup, c'est la capacité de Resolve à gérer les fichiers, à s'adapter à la puissance du matériel et la possibilité de travail au sein du logiciel qui vont vraiment donner toutes ces performances. Alors, quand on parle de travailler avec les fichiers, les utilisateurs sont confrontés à de nombreux défis en post-production. Ils doivent gérer des workflows qui sont de plus en plus complexes et souvent dans des délais de plus en plus serrés. Parmi les principaux obstacles auxquels il doit faire face au quotidien, on va cibler les formats d'acquisition et d'enregistrement. Ils proviennent de toutes sortes de caméras qui enregistrent dans des résolutions et des codecs différents. Les drones, les action cam, les appareils mirrorless HDSLR, les caméscopes, tout cela enregistre dans des formats long-GOP ou HEVC qui sont à la base conçus pour des formats de livraison qui gagnent effectivement de la place et qui donnent une bonne qualité, mais qui vont faire souffrir un petit peu les machines. À l'opposé, les caméras de cinéma numérique exploitent des formats RAW.
Donc, par conséquent, les NLE, les Non-Linear Editing, donc les stations de montage, doivent non seulement prendre en charge de manière native les demandes de codage et de décodage des codecs vidéo courants, mais également assurer la lecture en temps réel des séquences chargées de VFX et assurer la prise en charge complète du format RAW, l'ensemble pouvant être mélangé sur une même timeline. On va également jongler avec des fichiers qui ont des poids très différents, depuis quelques gigaoctets jusqu'à plusieurs téraoctets en fonction des formats de prise de vue. Et en plus, outre le format, il va également être question de résolution et de cadence d'image, puisque de nombreuses caméras modernes tournent maintenant en Ultra HD ou en 4K, puisque même vos téléphones peuvent tourner en Ultra HD. Et en plus, pour le travail des effets spéciaux, des VFX, le 8K devient de plus en plus courant. Blackmagic a d'ailleurs sorti l'Ursa Mini Pro 12K, qui est une caméra qui présente la résolution la plus élevée actuelle pour une grande flexibilité en post-production. Parallèlement, les cadences d'image peuvent varier considérablement. Dans les séquences standards à 24 ou 25 images par seconde, on inclut maintenant des médias qui peuvent être tournés à 120 images secondes, ça devient très courant. Mais tout cela, pourtant, doit être exploité dans un même délai de livraison qui, elle, se fait souvent en HD, mais maintenant de plus en plus en Ultra HD. Et on peut alors nécessiter la mise à l'échelle d'images, notamment des archives, qui est un point important, sans perte de qualité, bien sûr, et dans un délai assez serré. Alors, les questions de demande de livraison multiples. Les livraisons sont demandées dans de nombreux formats et résolutions, notamment pour la diffusion sur les réseaux sociaux, qui demandent des formats d'encodage MPEG avec des GOP, des Group of Pictures, donc des encodages inter-images, tandis que les masters se font souvent, eux, en intra-image avec des formats type ProRes ou des NXHR, en UHD, ultra haute définition. Parallèlement, on a des besoins de livraison plus complexes que vont gérer DaVinci, notamment pour Netflix, où on va sortir de l'IMF. Pour le cinéma numérique, en DCP, on peut exporter du DCP directement. Et donc, tous ces formats doivent également être vérifiés avant la livraison, c'est ce qu'on évoquait, car ce ne sont pas simplement des fichiers qu'on peut lire facilement, mais DaVinci, lui, peut les récupérer et les lire. Et ça, c'est intéressant également. Donc, si on résume, DaVinci offre la possibilité d'exporter par lot dans un certain nombre de résolutions et de formats de livraison. Et il offre la possibilité de vérifier les fichiers essentiels dans un flux de travail moderne. Donc, on mélange ces formats et ces résolutions tout au long de la post-production. Ça exige la capacité de mixer des résolutions dans une même timeline et de gérer de manière transparente la version finale ici. Si on regarde du coup les formats d'enregistrement, on a mis quelques exemples de ce que l'on peut rencontrer. DaVinci peut lire une grande quantité de fichiers différents, donc issus de formats de caméras différentes. Et selon le type de fichier de résolution, donc selon le type de caméra, ça peut affecter forcément le processus de post-production. Et finalement, la question demeure, quel format utiliser? Donc, il y a un petit schéma ici qui évoque et qui résume les différents cas de figure. Notamment, en surface, les fichiers H265 peuvent représenter d'excellents collègues d'acquisition, notamment pour leur petite taille et la qualité perçue. Mais sans le matériel approprié, le travail dans DaVinci Resolve peut être lent, puisque c'est des codecs quand même avec une compression assez forte, et il peut, dans ce cas, être nécessaire de créer des fichiers proxy en haute résolution, par exemple en ProRes, pour que la machine réponde mieux. Donc ça, c'est un point qui est possible. On peut créer des proxys ou des médias optimisés dans DaVinci sans problème. De plus, les fichiers H265, par rapport à la qualité du travail, par rapport au choix de ce fichier, ce sont quand même des codecs qui peuvent être fortement compressés, enfin qui sont compressés selon les caméras qui peuvent être forcément compressés, et qui filment dans un gamut limité tel que le Rec 709. À l'autre extrémité du spectre, on a les fichiers RAID en RAW, qui sont des formats de fichiers qui peuvent fonctionner jusqu'au 8K en résolution. Et DaVinci va utiliser le GPU, la puissance de la carte graphique, pour débayeuriser et s'appuyer sur le CPU si nécessaire pour accélérer le traitement. La quantité d'informations est forcément très impressionnante, l'espace colorimétrique également. Aucune information de couleur n'est perdue. Donc, c'est vraiment très bien même pour prévoir ce qui peut arriver par la suite comme type de nouveau format et pour exploiter au mieux l'étalonnage. Par contre, l'inconvénient, ce sont des fichiers volumineux, lourds à manipuler. Et par exemple, il n'est pas possible de les visualiser rapidement. On est obligé d'ouvrir Resolve pour prévisualiser les fichiers. Bon, il y a d'autres solutions, mais en tout cas, c'est moins souple. C'est un format qui est donc conçu en tenant compte de l'exigence de qualité à la prise de vue et non du processus de post-production. Ça signifie que même si les fichiers RAID fonctionnent bien dans Resolve, il faut quand même une machine d'assez haut niveau pour pouvoir optimiser leur utilisation, même si on va voir, il y a des processus qui permettent de contourner et de travailler sur des machines plus raisonnables. Au milieu, l'Apple ProRes va présenter la balance optimum entre vitesse et qualité. C'est le compromis idéal. C'est la raison pour laquelle de nombreux fabricants de caméras l'intègrent comme format d'enregistrement.
Ça donne des fichiers volumineux, mais pas forcément aussi énormes, et ça prolonge donc la durée d'enregistrement et réduit les besoins de stockage. Le ProRes permet de filmer en 10 bits et il peut intégrer le profil de la caméra. Alors, si on parle de ses limites, puisqu'il y en a, ça reste quand même un fichier avec des codecs. Ça signifie qu'il n'a pas la polyvalence d'un fichier RAW et son encodage est en 10 bits et pas en 12 bits. Par conséquent, il y avait besoin d'un format de fichier RAW qui soit aussi facile à gérer, on va dire, qu'un Apple ProRes, avec un poids pas trop volumineux, mais conçu pour le workflow de post-production. C'est là que Blackmagic a inventé le Blackmagic RAW, et qui est un format qui n'est pas juste un format de caméra. Si on résume du coup le pipeline d'images intégrées, comme indiqué, Blackmagic Design va être la seule entreprise à proposer une caméra, un fichier d'acquisition et un logiciel pour la post-production en contrôlant tous les éléments du pipeline. Les fabricants de caméras fabriquent d'excellents matériels, mais les formats de fichiers sont prévus pour convenir le mieux à leur caméra. Ils s'appuient sur d'autres fabricants en post-production. De leur côté, les éditeurs de logiciels ne s'engagent pas dans la façon dont les images sont acquises et encodées. Apple a conçu le ProRes RAW, mais ce n'est qu'un format, c'est un format d'enregistrement. Le fonctionnement de la caméra et les informations qu'elle envoie influenceront l'apparence du fichier ProRes. Un logiciel ne peut fonctionner qu'avec les informations qui lui sont envoyées. Les fabricants ne peuvent adapter leur logiciel que du mieux qu'ils peuvent. Dans tous les cas, il peut y avoir des compromis dans le flux de travail depuis l'objectif jusqu'à la livraison. La post-production doit s'adapter à ce que fournit la caméra plutôt que d'être développée parallèlement. Voilà, du coup, un petit topo sur les possibilités du Blackmagic RAW en acquisition, sur les types de résolution, les cadences d'image, la science colorimétrique. Maintenant, si on parle de fichiers RAW et de comparaison ressources versus performance, si on doit utiliser couramment des fichiers RAW, quelle machine doit-on utiliser? Aucun doute, si on dépense plus d'argent pour un système, on en tirera des performances qui peuvent aller vers le temps réel. En fin de compte, ça va dépendre de ce que les utilisateurs veulent faire, à quelle résolution ils veulent travailler et y a-t-il un besoin d'être mobile avec le système et finalement, quel est le budget? Dans un monde idéal, les utilisateurs vont spécifier un système haut de gamme avec plusieurs GPU, mais ce n'est pas toujours possible en raison toujours de l'encombrement et des contraintes budgétaires. Si on reparle de DaVinci, quelle que soit la spécification de la machine, les utilisateurs auront la liberté de choisir leur système d'exploitation. Que vous utilisiez macOS, Windows ou Linux, Resolve va utiliser toutes les ressources disponibles sur n'importe lequel des systèmes. Et de plus, si on parlait tout à l'heure de licence, la licence Resolve est la même pour tous les systèmes. Les projets peuvent être facilement partagés entre les différents systèmes d'exploitation. Donc, on se pose toujours la question, si on travaille avec des fichiers RAW en haute résolution, quel système doit-on choisir? Pour les flux de travail RAW, il y a forcément besoin d'une machine haut de gamme, c'est ce qu'on se dit. Pas nécessairement, c'est ce qu'on va voir. Puisqu'en effet, le Blackmagic RAW a été conçu en pensant à la post-production et le choix de la machine va dépendre des besoins. Si vous voulez que tout soit en temps réel, avec un rendu accéléré des effets et un traitement avec moteur neuronal, dans ce cas-là, on va partir sur un Mac Pro ou un PC avec un nouveau GPU NVIDIA sur une grosse solution. Cependant, il y a la possibilité d'utiliser des machines aux spécifications beaucoup plus basses tout en obtenant des performances décentes dans Resolve. Alors, la question, même en 12K, le 12K, de toute façon, c'est un format d'acquisition, pas de livraison. Donc, la plupart des fichiers sont livrés en HD ou en Ultra HD. Donc, même avec des fichiers 12K, il n'y a pas de raison de travailler dans la résolution native. Ce ne sera pas d'ailleurs celle qui sera livrée ou visualisée à la fin. Donc, on peut travailler dans une résolution inférieure pour soulager la pression sur la machine et augmenter les performances. Resolve, pour cela, est indépendant de la résolution. Donc, quand on va travailler dans des résolutions différentes, de toute façon, à la fin, on peut s'adapter par rapport à ce vers quoi on va sortir. On va examiner ça plus en détail. On va le tester d'ailleurs ensemble. On va regarder sur les images comment ça fonctionne. Alors, qu'est-ce qu'on doit utiliser pour quel budget? Donc, pour les performances accélérées du GPU et du CPU, ainsi que la capacité à utiliser certains traitements par moteur neuronal, notre accent sur ce test a été mis sur les nouvelles puces Silicium M1 d'Apple et sur des machines relativement abordables dans lesquelles elle a été placée. Donc, on va faire un focus technique et une intro à Apple Silicon. Vous avez probablement vu le fait que les machines M1 sont 3 fois plus rapides lors de l'utilisation depuis Resolve 17.3. Il y a eu suffisamment de publicité par rapport à ça, par opposition à Resolve 17.1. On va préciser ce que ça veut dire sur des tests. Et les tests que l'on a faits se font sur ces machines-là. Donc, on a fait des tests pour voir s'il y avait des améliorations significatives de performance entre DaVinci Resolve 17.1 et 17.3, qui était la version à l'époque. Et vous voyez que du coup, les évolutions vont très, très vite. On est déjà sur d'autres versions.
Et on voulait savoir où se situaient les Mac équipés de puces Silicium M1 par rapport aux autres machines à puces Intel lors de l'utilisation de Resolve. Donc, les 3 machines qu'on a utilisées, un Mac mini, spécification de base, 8 cœurs, GPU 8 cœurs, moteur neuronal 16 cœurs et 8 Go de mémoire combinée. C'est le Mac mini de base. iMac 24 pouces, même config, même puce Silicium, même mémoire. La machine sur laquelle je vais faire les tests, donc celle que je vais vous montrer, qui sera même un petit peu ralentie parce que j'utilise Zoom et du coup, clairement, sur les temps de rendu, on perd de la puissance. Mais c'est un MacBook Pro 13 pouces avec la même puce et 16 Go cette fois-ci, un petit peu plus de mémoire unifiée. On a donc également choisi, pour pouvoir comparer les puces M1, une machine de référence. Donc, sur un MacBook Pro 15 pouces 2019, processeur Core Intel i7, 2,6 GHz, GPU 4 Go et 16 Go de RAM. Donc, une machine comparable avant qu'arrivent les puces M1. Les clips utilisés étaient du Blackmagic Raw 12K en 5 pour 1, pardon, et tous les tests ont été effectués sur des SSD Samsung T5. Donc, les tests qu'on a utilisés, le premier test, c'est un test dans la timeline de SendCut Detection, nouvel outil qui permet de découper des clips. Si vous envoyez un master complet, que vous voulez le découper avant de l'étalonner. Donc là, le test utilise le moteur neuronal de DaVinci Resolve et on l'a fait sur un clip ProRes 8K de 2 minutes avec des fondus enchaînés nombreux pour pouvoir correspondre à des cas plus réalistes et que les coupes soient plus difficiles. Le deuxième test, un speed warp, donc les effets de vitesse ici sont toujours complexes, surtout quand on va chercher du coup l'effet de ralenti. Le speed warp étant l'effet le plus haut de gamme. Plus haut de gamme, on va le voir sur les tests que l'optical flow. Et donc, on a un mélange d'effets de moteur neuronal et de cache GPU. C'est une fonction incroyablement puissante qui demande beaucoup à la machine et donc c'est intéressant pour les tests. Et on l'a fait ça sur un test de 10 secondes avec une mise en cache et une lecture en temps réel. Le test final, sur un effet également utilisant le Neural Engine, donc un Magic Mask avec un clip de 20 secondes, beaucoup de mouvements et tous les paramètres de la timeline réglés en HD pour améliorer les performances. Donc, si on regarde les résultats de ces tests, avec la détection de coupe de scène, on se rend compte au final que vu que c'est un processus très simple, on examine juste des différences de luminance entre les prises de vue et lorsqu'il y a une différence, il y a une coupe qui est rajoutée sur le plan. C'est un processus peu intensif, donc il y a peu de différence dans les performances entre les machines, clairement. Sur le test du speed warp, on a une légère augmentation des performances sur les 3 machines M1. Les performances sont assez similaires. L'ordinateur portable est un petit peu plus rapide puisqu'il a un petit peu plus de RAM. Par contre, sur le Magic Mask, là, les améliorations sont significatives. Le processus du moteur neuronal qui s'appuie davantage sur l'intelligence artificielle montre des différences notables entre les machines M1 et la machine Intel. Voilà, ça c'est pour les effets, mais on s'est posé la question aussi dans Resolve, qu'est-ce qu'il en est sur un autre processus qui va être important pour vous, c'est les temps de rendu et les exports. Donc pour ça, le plus simple, on a fait un test sur une sortie avec un codec spécifique. Donc dans le test de rendu que l'on a fait, on a utilisé une timeline en Ultra HD 10 minutes avec un fichier en export configuré en H265, et des fichiers à l'intérieur de la timeline en 8K et en 12K RAW à 25 images secondes. On a configuré DaVinci dans la version Color Manage. Vous allez voir à quoi ça correspond. Ça permet d'optimiser l'espace colorimétrique et les gammas des rushs d'origine pour qu'ils correspondent à notre sortie. Hop, voilà, du coup, première étape. On illustre ici sur le Keynote. On a ensuite mis 5 nœuds d'étalonnage, une balance colorimétrique, une réduction de bruit, une patate ou une power window pour être plus officiel dans les terminologies, un color warper pour changer la couleur avec un des nouveaux outils très intéressants de la nouvelle version d'étalo de DaVinci et un lens reflection ici. Les temps de rendu, les tests maintenant. Ici, donc, on rappelle, à l'origine, il y a des fichiers Blackmagic Raw en 8K et 12K dans une timeline UHD et un export à H265. Et les tests ont été faits là sur une version 17.3. Donc là, il y a une vraie différence qui est remarquable, notamment alors déjà le MacBook Pro version Intel, là au bout de 18 heures, on a mis une barre puisqu'il s'est arrêté. Il s'est tout simplement éteint, prouvant nettement qu'il est nettement plus lent que n'importe lequel des systèmes.
On peut en conclure que les M1 améliorent significativement les puissances par rapport aux versions précédentes de Mac, et donc il y a une vraie optimisation de la solution. Voilà, on a quand même comparé les améliorations de performance entre DaVinci 17.1 et 17.3, et encore une fois, en suivant les mêmes tests de SendCode Detection, mise en mémoire cache, d'effet de vitesse et Magic Mask, les résultats peuvent être vus entre les deux versions du logiciel. Donc, il y a déjà quelques améliorations. Une petite amélioration des performances en SendCode Detection, une plus grosse amélioration au niveau des effets de Speed Warp et de Magic Mask. Donc, ça prouve que DaVinci évolue constamment avec le développement du matériel. Le test de rendu a également été réalisé sur les 3 machines. Comme vous pouvez le voir, il y a une augmentation significative des performances entre la version 17.1 et 17.3, avec le Mac Mini est de plus de 2 fois plus rapide lors de l'utilisation de la version mise à jour du logiciel. L'iMac et le MacBook Pro ont tous les deux affiché des temps impressionnants lors de l'utilisation de 17.1, mais ont tout de même montré une amélioration notable lors de l'utilisation de la version 17.3. Alors, on a utilisé le M1. Qu'est-ce que c'est que la puce M1? Qu'est-ce qui va lui donner sa puissance? Donc, le M1, c'est basé sur un SoC, système sur puce, qui intègre différentes technologies dans une seule puce optimisée. Le CPU, le GPU, la mémoire, le moteur neuronal, on en parle de plus en plus, le contrôleur des input-output du disque dur, donc une grande rapidité d'interaction entre vos données et les processus, le moteur d'encodage-décodage, qui est directement intégré également sur la puce, et le tout dans un seul composant. L'intégration d'éléments matériels séparés, ça crée une architecture unifiée, c'est ça le but des puces M1. Mais Blackmagic n'est pas optimisé que pour les puces M1. Le travail avec les technologies émergentes telles que le traitement des moteurs neuronaux ne se limite pas à Apple. La dernière itération NVIDIA des GPU utilise l'architecture Ampere extrêmement puissante pour le traitement GPU et les cœurs Tensor pour l'apprentissage et le traitement de l'intelligence artificielle. DaVinci Resolve peut exploiter leur puissance pour améliorer considérablement les performances des ordinateurs Windows et Linux. Alors, parlons un petit peu budget. Si je devais acheter une nouvelle machine, laquelle dois-je acheter? Donc, ça va dépendre forcément du budget, mais Resolve est une solution évolutive qui utilisera toujours les ressources auxquelles elle a accès. Donc, comme on peut le voir, si on a le budget pour 2 RTX 3090, on aura un système incroyablement puissant. Par contre, le coût reste important puisque une seule de ces cartes coûte presque le même prix qu'un iMac M1 entier. Donc, il ne faut pas oublier l'évolutivité. Si on a le budget pour un système M1, on peut quand même travailler librement dans Resolve avec des fichiers RAW 12K. C'est ce qu'on va voir et on va le découvrir ici. Voilà, je vais pour l'instant changer d'écran. On va passer sur un écran où je vais mettre en avant DaVinci Resolve. Voilà, donc je vais démarrer du coup un nouveau projet. Et maintenant, on va être dans le réel. Donc, j'arrive au sein de DaVinci. Je crée un nouveau projet. Je vais vérifier dans le nouveau projet, ici, au niveau des préférences. Hop. Si j'ai bien validé au niveau de la partie Project Save and Load, le fait d'être en Live Save. Alors, du coup, j'ai bypassé pas mal de choses. Dans DaVinci, on gère les projets sur une base de données. Le principe de base de données fait que vous pouvez vous assurer, lorsque ça arrive, lorsque votre station plante, de ne rien perdre des dernières opérations que vous avez faites. Ça, c'est la fonction Live Save. La fonction Project Backup, c'est les sauvegardes selon une certaine durée. Le Live Save fait que si vous plantez, quand vous relancez, vous êtes arrêté à la dernière version de votre travail. Ça, c'est assez intéressant et ça vient du fait qu'on est sur un développement en base de données. Alors, dans DaVinci, vous voyez qu'il y a différentes pages en bas, les pages médias, les 2 pages de montage, Fusion pour les effets spéciaux, Color, Fairlight et la page Deliver pour les sorties. On va faire un tour un petit peu sur toutes les sorties ici et on va être du coup un petit peu plus dans le concret par rapport aux démos qu'on a fait tout à l'heure. Alors, comme je suis sur un petit ordi, je vous le disais, je suis sur un MacBook Pro 13 pouces et j'ai un petit écran. Je vais essayer d'optimiser avec mes petits icônes Zoom qui arrivent par-dessus. Voilà, donc j'ai un écran 13 pouces. Évidemment, même si vous étiez sur un MacBook Pro 13 pouces, vous pourriez mettre un écran externe. L'interface en serait un petit peu plus souple à utiliser. Donc là, je vais utiliser et optimiser mon espace quand même pour vous montrer comment ça fonctionne. Donc dans la page média, je vais aller chercher
mes rushs. Donc, j'ai les rushs ici. À l'intérieur des rushs, il y a des rushs en 12K et en 8K. Là, j'ai des dossiers de médias ici. Je vais les glisser. DaVinci me demande si je change le project framerate. Pour info, il y a deux manières de travailler à l'intérieur de DaVinci. Vous pouvez avoir une cadence qui est la cadence du projet. Et dans ce cas-là, chacune des timelines vont s'adapter et se modifier quand vous changez la cadence du projet. Mais vous pouvez maintenant également faire des séquences avec des cadences différentes. Si on suivait, en fait, il y a deux types de fonctionnement dans les logiciels, tous les logiciels de montage. Il y a les réglages selon les projets, les réglages selon les séquences. DaVinci nous permet de faire les deux. Mais idéalement, et c'est ce qu'on va faire ici, on va faire les réglages selon le projet. Comme ça permet d'avoir des réglages soit pour une sortie en Ultra HD, puis après de revenir à une plus basse résolution ou d'aller à une sortie en 8K ou en 12K. Donc, j'ai ramené mes différents éléments. Je vais fermer la partie Media Storage. J'ai pas mal de choses à vous montrer, donc je vais aller un petit peu rapidement. Hop. Je vais valider ici le Media Preview. Hop. Voilà, je valide juste le Live Media Preview et je reviens dans la première page ici. Voilà, sur mes clips ici, vous voyez du coup quand je passe ma souris au-dessus, je peux visualiser parce que j'ai validé le Media Preview, je peux prévisualiser les clips, pardon. Là, je vais pouvoir sélectionner un clip, ouvrir la page metadata et voir qu'on a une résolution qui est bien en 12K. Donc, on travaille bien sur les rushs natifs en 12K et d'autres rushs qui sont en résolution 8K. Pour pouvoir les classer, je peux créer des smart bins dans DaVinci, des chutiers intelligents. Donc, je fais un clic droit dans cette interface, Add Smart Bin, et je vais appeler ce smart bin 12K. Je vais chercher à cibler dans ce smart bin les clips qui ont une résolution qui est en 12288 par 6480, celle qu'on voit dans les métadonnées des clips ici. Voilà. Donc là, j'ai les clips en 12K qui arrivent. Je vais rajouter une information. Je vais demander à ce que l'on trie par type de clip pour ne pas mettre les plans qui sont des timelines. Donc, je ne mets pas les timelines. Pardon. Donc là, on n'a que les plans 12K. Je vais dupliquer ce smart bin et je vais créer un smart bin en 8K. Je l'édite et cette fois-ci, je veux les plans qui ne sont pas en 12K puisque dans les plans que j'ai importés, j'ai les plans 12K, des plans 8K. Donc maintenant, je suis sûr d'avoir mes plans en 8K. On va explorer les différentes pages. La première page qu'on va explorer, ça va être la page cut. Mais avant ça, je vais changer l'espace colorimétrique. Si on regarde les clips pour l'instant, vous voyez qu'ils sont un petit peu pâles ici, alors que la caméra enregistre énormément d'informations. On est en Blackmagic Raw avec le science colorimétrique auquel elles correspondent. Donc, je vais aller dans les préférences, donc les project settings en bas à droite ici. Voilà. Et je vais aller régler la partie color management pour être en science colorimétrique DaVinci YRGB Color Managed. Je reste pour l'instant en SDR, on le modifiera tout à l'heure. Ça signifie que je vais adapter le logiciel à l'espace colorimétrique, au gamma des sources. Donc, j'adapte le logiciel aux sources proprement dites. Donc, mieux que l'utilisation d'une LUT, en tout cas, une méthode plus moderne de gestion colorimétrique. Une fois qu'on est passé, vous voyez que du coup, on a une adaptation automatique des plans selon la colorimétrie source par rapport à la colorimétrie de destination. Je vais maintenant directement dans la page cut, qui est une autre interface de montage qui demanderait à ce que l'on passe beaucoup de temps. Vous allez voir que je vais dresser un panorama assez large, ciblé sur les performances, mais on va essayer de découvrir en même temps un petit peu les points forts de l'outil. Dans cette page, on a une page principale. Là, vous voyez que j'ai choisi mon chutier Gloucester dans lequel j'ai les différents plans. Ici, je vais me mettre dans le mode. Ici, on a 3 petits boutons qui sont des modes. Et ici, quand je suis en mode source tape, je reprends un petit peu le mode de fonctionnement des magnétoscopes à l'époque du montage multimachine. Et on a l'ensemble des plans mis bout à bout. Un peu comme beaucoup de monteurs de montage, de news, de magazines, voire de documentaires, aiment bien prendre tous les plans qu'ils ont tournés dans leur journée et les mettre sur une timeline et les classer. Voilà. Donc là, c'est ce que fait DaVinci automatiquement, sans avoir besoin de faire de timeline source.
Et donc là, je vais pouvoir les prendre et monter sur les deux timelines. Alors, on a dans la page cut deux visions, une vision de la timeline complète et une vision de la timeline un peu ciblée avec un zoom. J'appuie sur X pour charger le premier plan et je vais monter le premier plan dans la timeline. Voilà, je vais aller rapidement pour que vous voyez un peu comment ça fonctionne. Je vais monter tous les plans ici avec la voiture verte. Donc, petit X, je monte les plans. J'aurais pu monter des plans à cheval ici sur les différentes prises. Voilà, hop. Et bien sûr, je monte un petit peu en accéléré pour passer du temps avec vous sur le reste. Donc là, on a une timeline ici avec la version complète de la timeline qui est un bout à bout des plans sélectionnés. On va tout de suite aller dans la page Edit et voir que le montage qu'on vient de faire, on le retrouve dans la page Edit. On va en parler. Voilà. On a également on retrouve le media pool, c'est-à-dire les différents chutiers qu'on a créés, les plans qu'il y a à l'intérieur, qu'on pourrait classer en mode liste, en icône. Voilà, et si on a un espace plus grand, on pourrait avoir un affichage double écran intéressant. Là, on trouve une page de montage qui est plutôt traditionnelle, même si elle est moderne dans l'utilisation. Mais voilà un peu la différence entre les pages cut et la page montage. Je reviens dans la page média pour vous montrer qu'on a les mêmes chargements, les mêmes clips ici et les mêmes chutiers, voilà, et qu'on peut fermer, ouvrir les différentes pages de cette manière-là. Je vais créer un chutier pour mes timelines. Alors, je suis sur un clavier QWERTY. Il faut que je m'y fasse un petit peu. Je ne suis pas très habitué à ce clavier QWERTY. Je vais y ranger, du coup, hop, la timeline que j'ai utilisée tout à l'heure. Voilà, qui est donc la sélection des plans de voiture verte. Donc, select voiture verte. Hop, j'aurais pu mettre Lotus, ça aurait été plus classe. Et je vais créer une nouvelle timeline pour mon montage, que je vais appeler montage. Très simplement, en validant l'option Use Project Setting qui permet, comme je vous le disais tout à l'heure, de garder les réglages setting plutôt que de faire des réglages particuliers, mais ce serait possible. Hop, on est en montage. Je vais aller chercher le chutier Gloucester et on va commencer à monter quelques plans. Le premier plan, celui-ci, je mets un point de sortie, je reviens un petit peu en arrière et je monte le premier plan dans la timeline. Voilà, un deuxième plan avec le passage de la personne ici. Voilà. Donc, je l'ai peut-être fait un petit peu court. Hop. Donc, le deuxième plan, je vais aller prendre maintenant ma timeline pour vous montrer la méthode qu'on pourrait faire ici, c'est-à-dire de placer une séquence source. Et donc, vous voyez qu'avec la flèche bas et puis dans l'autre sens, la flèche haut, je vais pouvoir me mettre au début des plans. Et en fait, je vais pouvoir sélectionner des bouts de plans ici et monter quelques bouts de plans. Je vais monter au hasard 3 bouts de plans de voiture. Alors pour l'instant, je ne vais pas faire un chef-d'œuvre de montage. Vu le temps que j'ai, on va cibler efficacité. Voilà. Hop. Donc ce qui est important de voir, c'est que je travaille toujours sur des rushs en 12K ou en 8K et que j'arrive à avoir une lecture temps réel de mes images. Vous le voyez ici. Donc ça, c'est quand même très intéressant. Sur les 3 plans qu'on a au bout ici, si on cible dans la timeline, ce sont en fait des plans qui viennent d'une timeline source, donc qui sont des plans de séquences composées, de séquences imbriquées. Donc on va pouvoir les sélectionner et via un clic droit, je vais les décomposer pour être sûr de retrouver voilà, pour retrouver les plans d'origine sur ma timeline. Je vais continuer du coup le montage. On va se placer au début. Je vais aller chercher dans le plan Gloucester. Hop. Donc le plan ici où la dame marche avant d'arriver dans le parking. Voilà, je mets un point d'entrée, un point de sortie. J'insère le plan au début. Donc on est toujours fluide dans la lecture, malgré le fait que je sois sur un petit M1 et qu'en plus j'ai zoom qui me ralentit.
ici. Après le troisième clip, je vais aller chercher le plan ici. Voilà, je vais choisir une petite partie du plan et je vais l'insérer après le troisième plan. Voilà, on a fait des choix. Je vais vous montrer également une fonctionnalité. Si je veux un petit peu modifier mes transitions, je pourrais passer en mode trim en appuyant sur la lettre T ou en cliquant sur le bouton ici. Je vais pouvoir directement trimer. Donc, vous voyez que directement, quand je bouge, je mets en avant dans le visualiseur le plan que je modifie. Donc là, c'est sur une transition. Donc, la dernière image du plan d'avant et on voit la première image du plan d'après. Je pourrais être en rôle pour modifier la transition entre les deux. Voilà, pour bien savoir à quel moment je fais la transition entre un plan et l'autre. Et puis là, si je veux changer le contenu, en cliquant sur le plan en lui-même, je vais pouvoir trimer le plan et choisir un autre moment du plan. Donc là, j'ai 4 imagettes qui présentent en haut la première image du plan, la dernière image du plan. Et donc, je peux choisir vraiment le moment qui m'intéresse dans mon plan. Hop, juste au moment où elle tourne la tête. Voilà ici. J'aurais pu la faire glisser entre les deux autres plans également, mais cette fois-ci en prenant le plan sur le bas plutôt que sur le haut. Et on est toujours sur une timeline avec des plans en 12K. On va voir après comment est-ce qu'on peut les utiliser. Je vais aller chercher une timeline déjà faite où on aurait un peu avancé dans le montage. On va faire un petit pas en avant. Pour ça, j'importe une timeline. Donc, clic droit, importer timeline. Je vais importer la timeline 01 ici, sur laquelle on a un petit peu avancé sur le montage. Voilà, on retrouve du coup notre montage avec les pas de la dame, l'arrivée dans cette partie, le visage, la voiture. Et on lit toujours fluidement. Cette partie-là, je vais faire un petit zoom pour vous montrer. Donc, j'ouvre l'inspecteur. Je fais un petit zoom sur le plan. Et pour vous montrer une fonction qui serait intéressante, notamment, par exemple, si vous travaillez avec des versions de timeline pour les réseaux sociaux, en version verticale ou version carrée. Vous avez le Smart Reframe. On pourrait cibler une zone, mais là, je vais le faire en automatique. Je clique sur Reframe et je centre l'élément principal qui a été câblé avec l'intelligence artificielle. Donc, il y a une recherche automatique et un recadrage automatique. Ça va nous permettre de voir après que ce recadrage automatique qui est fait va suivre malgré les résolutions. On continue un petit peu dans le fonctionnement. Et une des grandes forces de Resolve, c'est de travailler et d'être indépendant de la résolution. C'est ça, du coup, qui va nous permettre de penser à un moment finir en 6K ou en 8K et en même temps de travailler avec des résolutions légères si on est sur des ordinateurs un peu moins puissants. Regardons ici la résolution dans laquelle on travaille. Donc, je retourne en Master Setting. Je travaille en 1920-1080. Imaginons, hop, je vais passer en 7640, 4320. Ici, voilà. Là, forcément, quand je vais lancer la lecture, même si je suis assez surpris pour l'instant, ça se passe à peu près bien. Voilà. Mais c'est sûr qu'à certains moments, ça va commencer à poser des problèmes. Donc, il n'y a aucun souci. Je peux repasser en version plus basse, voire même par rapport à mon petit écran d'ordi. Le 720p suffirait largement ici et va améliorer la fluidité de ma machine. Donc, je me mets en 1280-720. Voilà, je suis très fluide. Et le recadrage à la fin, vous voyez, c'est toujours le même. Il n'a pas bougé. Donc, tous les recadrages que vous aurez pu faire, tout ce que vous avez fait dans la timeline reste. On veut continuer, on veut rajouter des effets, jouer sur la vitesse, rajouter des titres. On va un petit peu avancer par rapport à ça. Les deux clips orange ici, on les trouve un petit peu lents. Je vais les sélectionner. Et pareil pour le dernier, je fais un clic droit et je vais jouer sur la vitesse. Change clip speed. Et je vais passer à une vitesse de 150%. Voilà. Hop, on accélère les clips ici. Voilà. Le clip ici, on veut le ralentir. Là, c'est l'inverse. On va être un peu plus dramatique dans le sous-sol. Donc, je sélectionne le clip. Change clip speed. Et je vais passer à une vitesse de 50%. Voilà. Au départ, on a des réglages. En fait, on a des réglages projet au départ sur toutes les choses qu'on peut modifier dans les paramètres.
Mais on peut également, clip par clip, modifier la qualité. Là, vous voyez que la qualité du ralenti est un peu stroboscopique. Si je le mets en plein écran. Voilà. Pour éviter ça, j'aurais pu modifier tous les réglages du projet, mais c'est plus simple en fait de se mettre des réglages de base au départ et d'aller sur les réglages ici de chacun des clips. Le Retime and Scaling, dans l'inspecteur, le Retime Process, je vais passer en Optical Flow. Ici, en Optical Flow, il est possible déjà, voilà, en fait, avec Zoom, sans Zoom, ça marche. Avec Zoom, ça l'empêche de fonctionner. On est déjà dans quelque chose de qualité. Ce que je vais faire, c'est que dans les paramètres de playback, ici, je vais passer en mode render cache user. En fait, vous avez deux types de render cache. C'est la demande que vous allez faire à DaVinci de faire des rendus. Vous pouvez faire des rendus smart, c'est lui qui va dire qu'est-ce qu'il doit rendre, ou user, c'est vous qui allez choisir. Donc là, je vais choisir de faire le rendu de ce clip. Donc, je fais un rendu, render cache, color output via un clic droit. Vous voyez qu'une barre arrive ici sur le clip et elle va se calculer. Lorsque c'est rouge, il y a besoin de calculer. Lorsque c'est bleu, ça va être calculé. On met en plein écran. Voilà, donc le rendu est plus propre, mais à certains moments, surtout vous allez voir lorsque les personnes passent ici, alors je vais trimer le plan pour qu'on force un petit peu la visibilité du défaut. Voilà, j'ai trimé le plan. On doit réattendre le rendu, bien sûr. Voilà. Hop. Voilà. Et en fait, du coup, image par image, on voit ici les quelques défauts qu'on peut avoir en Optical Flow. Alors, l'Optical Flow est beaucoup plus propre en général, mais quand, typiquement, comme ici, vous avez des objets qui se croisent dans la profondeur, il y a des défauts qui apparaissent dans le retraitement du déplacement des pixels. Et pour ça, DaVinci a créé un mode qui est encore plus puissant, mais qui va écrouler la majorité des machines si elles ne sont pas assez puissantes. Mais les M1 s'en sortent très bien. On va passer en Speed Warp, mais heureusement, du coup, là, je suis avec mon mode de calcul. Ici, on attend que le rendu se fasse. C'est un petit peu long. Encore une fois, c'est plus long parce que j'ai Zoom. Je l'ai testé, bien évidemment, sans Zoom et ça fonctionne plus rapidement. Et je vais vous montrer la différence de qualité qu'on a ici. Je vais également, après, rajouter un titre. On va voir, du coup, dans le titre qu'on va rajouter un titre qui est un modèle Fusion. Fusion étant l'outil de création des effets spéciaux que l'on a juste dans la page d'à côté. Ce titre-là, on va modifier les noms, on peut modifier les listes, on peut modifier plein de choses, mais on va voir aussi que si on voulait vraiment modifier le modèle qui a été créé, plutôt que d'être obligé de faire des allers-retours comme on devrait faire avec d'autres solutions dans le logiciel, modifier le modèle, le réinterpréter, etc. Là, on va pouvoir faire la modification directement et revenir. Donc ça, c'est une des forces du fait d'être dans un workflow unifié dans le même logiciel. Donc, on va rajouter le titre Digital Glitch. Voilà, alors même si là, j'espère que pour ceux qui n'aimaient pas trop le blabla de discussion qu'on avait, même si c'est important de voir ce qui se passe en performance, là, on est passé vraiment directement dans le logiciel. Il y a un petit peu de temps pour le calcul, mais vous allez voir, ça vaut la peine par rapport au traitement des effets. Hop, on y va. Je me mets en plein écran. Et vous voyez du coup, les problématiques que l'on avait là ont disparu. Le speed warp, voilà, je pense que ceux qui manipulent les effets de vitesse et qui cherchent à avoir des super beaux ralentis doivent se rendre compte de la puissance qui est demandée ici à DaVinci. Alors, je vais rajouter mon effet. Je ferme l'inspecteur. Dans la page effet, je vais aller chercher dans les titres un effet Fusion Digital Glitch. Voilà, je le place au-dessus. Je vais utiliser la touche Y en fait, qui me permet de prendre tous les clips qu'il y a après ma tête de lecture ici, ma souris, pardon. Je vais déplacer les clips d'environ 4 secondes et je vais modifier le texte directement dans l'inspecteur. Donc, le petit texte ici, on va écrire Lotus. Ah, que me veut-il? Lotus présente en haut le nom The Driver. On a été très simple dans la recherche ici. On peut changer la typo. Voilà, on pourrait changer la typo, la couleur, la taille, plein d'autres choses.
Je vais changer la typo, mais on ne va pas le faire très artistique. On est d'accord, on va essayer de se gagner du temps. Voilà. On n'est pas dans les plus beaux choix esthétiques, mais on va pouvoir voir par contre. Donc là, en fait, il y a la barre rouge qui arrive. Il faudrait lancer le calcul, même si ça se trouve, en enlevant ici, il pourrait le lire en temps réel. Mais surtout, cet effet ici, on va peut-être attendre le premier calcul. On va pouvoir après directement aller dans la page Fusion, ouvrir la page Fusion et modifier le modèle qu'on aurait créé ici. Alors, on attend 2 secondes la petite lecture de l'effet glitch. Voilà, on a le premier titre qui apparaît. Sur la fin, on a le retour de l'image. Et on va modifier ce titre en faisant un clic droit Open in Fusion Page. Donc là, on ouvre la page Fusion. Voilà, donc on est dans un outil nodal d'effets spéciaux. On retrouve ici le Digital Glitch, soit en double-cliquant, soit en faisant un clic droit. Je peux ouvrir l'effet qui a été préparé. Je vais retrouver le large texte qui est ici. Et sur ce texte-là, dans l'inspecteur, sur la droite, je vais pouvoir apporter quelques modifications. Alors, on va faire une chose simple pour l'instant. Je vais dans l'onglet Shading ici, qui va me permettre de modifier 8 couches de style sur mes images. Je valide le shading et je vais mettre un soft ici sur mon titre. L'intérêt, c'est que lorsque je reviens dans la page Edit, vous voyez que les modifications vont être directement prises en compte et vont apparaître directement ici sur mon titre. Voilà, c'est vraiment la force de cet outil. On va continuer, on va travailler avec l'audio. On va importer du coup dans cette page, là on revient dans la page média, pardon. Je vais ouvrir le Media Storage. Je vais importer des éléments audio. Hop, le chutier audio que j'importe ici. Et je vais importer une timeline un petit peu plus complète dans laquelle on aurait déjà placé des sons. Je vais vous éviter toute la longueur de travail et de mise en place des sons, mais j'aurais quand même pu créer, vous voyez, si je vous montre tout de suite ici, je peux créer, rajouter des pistes stéréo, mono, reclasser, je peux mixer, etc. Alors, on continue, on avance un peu. Je vais importer une timeline, partie 02, la voici. Voilà, donc la timeline un petit peu préparée, avec plus de pistes son. Mais dans les différentes pistes de son que l'on a, il y a des éléments qui partent en son juste d'un côté, alors qu'ils sont dans les timelines stéréo, puisqu'on a des mélanges d'effets sonores stéréo, des mélanges d'effets sonores mono. On va vouloir modifier ça. Pour optimiser ça, effectivement, on pourrait monter le son, régler les niveaux, tout ce qu'on veut et qui correspond à un travail dans une page de montage. Mais on a le Fairlight. Et tant qu'à faire, autant aller profiter de la puissance de Fairlight, surtout que vous verrez qu'on s'y retrouve facilement, mais que la seule chose qu'on a, c'est qu'on va gagner en puissance. Voilà, on voit sur la piste 3, cet élément-là, par exemple, il est mono dans une piste stéréo. Donc, je fais un clic droit, Clip Attribute, et je vais pouvoir passer en stéréo et choisir les 2 canaux Embed Channel 1. Alors, c'est du faux stéréo, on est d'accord, mais ça permet de cumuler des éléments vrais stéréo et des éléments mono qu'on va passer en stéréo en dupliquant les pistes. Hop, Clip Attribute. Je le fais sur cet autre plan-là pour vous remontrer la méthode. Donc, clic droit, Clip Attribute, Embed Channel 1. J'en ai oublié un. Hop, en stéréo, Embed Channel 1 sur les 2. Voilà. Donc, j'ai maintenant préparé mes éléments en stéréo. On a la musique ici, qui est un peu forte. On va vouloir régler son niveau. Alors, je pourrais régler aussi les niveaux des éléments, mais on ne va pas avoir le temps de passer trop de temps sur les différents clips. Voilà. Par contre, je vous montre directement une fonction intéressante. Clic droit sur un des clips. On va normaliser le niveau audio. Et là, je vais normaliser à -6 dB. Je pourrais normaliser aussi selon les normes plus puissantes pour ceux qui
penche un petit peu sur les fonctionnalités, notamment la norme BU R128, qui permettrait d'équilibrer plus subjectivement les niveaux sur tout un ensemble de pistes d'interview, par exemple. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'utilise beaucoup. Voilà, on a équilibré le niveau de notre piste ici. On va maintenant vouloir mettre des fondus sur tous les clips. Ça me permet de vous montrer une fonctionnalité qui est arrivée récemment, qui permet de mettre des fondus en entrée ou faire des crossfades sur les clips. Pour ça, toujours dans Fairlight, on a le menu Fairlight et on a les batch fade settings qui permettent de choisir en fait les crossfades, les types de crossfades, les fade-in, les fade-out et la durée. Donc, j'ai tout mis en 10 images et je les applique. Et donc là, on a bien des crossfades au début de chacun de les clips qui ont été sélectionnés et entre les clips. Donc on évite les chocs, les cloques qu'on a pour des pré-mix, voire même sur du mix un peu intéressant. On veut maintenant avoir un petit peu plus de contrôle. Donc, je vais vous montrer comment on va créer des bus. On va créer un bus d'effets sonores audio SFX, un bus de reverb, et on va attribuer tout ça. Donc, toujours le menu Fairlight, bus format. Le bus principal, je vais l'appeler main ou principal. On peut parler français. Hop, et on va rajouter deux bus, un bus SFX en stéréo et un bus reverb, également celui-ci en stéréo. Voilà, alors du coup, dans les bus, comment est-ce qu'on va cibler tout ça? Hop, voilà. Alors évidemment, encore une fois, hein, bien sûr, avec un écran plus grand, vous verrez une interface plus large. Là, je suis sur un tout petit écran de 13 pouces. Là, toutes les pistes passent sur le bus principal. En fait, je vais enlever les pistes, à part la piste musique que j'envoie directement. Elle est seule, donc pas besoin de la grouper. Là, je vais grouper toutes les autres pistes qui sont les pas, les effets sonores. Je vais les envoyer vers le bus SFX pour avoir un seul potentiomètre qui pilote celui-ci. Le bus SFX, je l'envoie sur le principal et le bus reverb, je l'envoie sur le bus SFX. Maintenant, je veux me servir de cet effet reverb, notamment sur les pas, par exemple. Voilà. Au début, je veux une petite reverb. Puis là, sur la fin, je veux monter la reverb pour donner un petit peu de tension. Donc, déjà, on va mettre de la reverb sur le bus 3. Donc, on va dans les effets, rajouter reverb, Fairlight FX et une reverb. Alors, il faudra un petit peu de temps, mais il y a des super configurations de reverb ici. Je vais la laisser en configuration par défaut. Et pour pouvoir envoyer la reverb, il faut choisir des envois de bus. Donc, bus send ici, donc de la troisième piste qui correspond à mes pas. Voilà, je fais un envoi vers la piste reverb. Voilà, si je clique ici, vous voyez, hop, en mettant, voilà, qu'on dose la quantité d'envoi en fait vers le bus. Et ce qui est rigolo, c'est qu'on va pouvoir se mettre avec une automation. Donc, je valide les automations. Je vais pouvoir me mettre sur la piste 3 avec une automation pour l'envoi vers la reverb, send level. Et je vais pouvoir maintenant dessiner même carrément mon envoi. Hop. Donc là, voilà, vous voyez, du coup, je dose la quantité de reverb que je mets sur les pistes, sur le clip que j'envoie à la piste de reverb. Donc là, on a vu qu'on peut vraiment pousser le travail. Alors, il y aurait plein d'autres choses à dire par rapport à Fairlight, mais on peut pousser le travail de son ici. Maintenant, on va vouloir rajouter des effets avant de passer à la page étalonnage. Pour ajouter des effets, c'est cool, on était dans la partie mix, mais je peux avoir commencé le mix et puis continuer mon montage, il n'y a pas de souci, puisque je suis dans la même interface, et ça, c'est vraiment une des grandes forces de la solution. Je suis ici, je vais vouloir, je veux sortir en 2.39, donc dans le menu Timeline, j'ai une fonction qui s'appelle Output Blanking, et je vais valider le 2.39, donc ça met des barres en haut et en bas sur mon clip. Il y a quelques clips qu'il faut adapter, notamment celui-ci. Je le sélectionne, j'ouvre l'inspecteur. On va jouer sur la rotation du clip pour le replacer ici par rapport à l'image. La petite fonction Yo ici qui va me permettre d'agrandir un petit peu les fesses de la voiture rouge. Et du coup, ça a décalé le plan. Donc, avec la position, je replace le plan dans son espace.
Donc tout ça toujours en temps réel sur les plans en 12K. On continue, on va rajouter des effets. On a justement placé 3 clips. Ça va me permettre de vous montrer un nouvel effet intéressant qui s'appelle Video Collage, qui va permettre de mettre les 3 plans. Là, vous voyez qu'on a 3 plans les uns par-dessus les autres, qui ont été prévus pour faire une sorte de picture-in-picture pour parler simplement. Je ferme l'inspecteur, j'ouvre la catégorie des effets. Je vais aller chercher ici, dans Générateur, une couleur que je place au-dessus. Voilà, donc on a un élément noir qui va nous servir de fond. Petite astuce pour que ça serve de fond et pouvoir lui appliquer un effet, il faut créer un plan composé. Donc clic droit, New Component Clip. Je vais l'appeler fond noir ici et je vais lui appliquer l'effet. Hop, que je vais aller chercher en tapant dans la barre des recherches qui s'appelle Vidéo Collage. Voilà, j'applique l'effet, je ferme cette page-là, j'ouvre l'inspecteur. Et dans Vidéo Collage, je rentre dans la catégorie des effets. Je vais régler 3 colonnes, une ligne, j'enlève l'arrondi et je vais maintenant placer les plans derrière. Hop, je dézoome un peu, je replace mon image dans la partie crop. Je replace l'élément. En dessous, j'ai le tableau de bord. Je pourrais m'amuser à redéplacer le plan du dessous pour retrouver le tableau de bord plus précis ici. Un petit crop sur la droite. Et j'ai mon personnage derrière, le dernier plan, voilà, que je vais pouvoir recaler. Idéalement, j'irai retoucher en étalon. Voilà, donc là, 3 plans en 12K, on les lit toujours en temps réel avec l'effet Video Collage ici. On veut ajouter un effet Light Leaks. On a les voitures ici. Voilà, je vais prendre ce plan-là pour l'effet Light Leaks. Light Strike, pardon, pas Light Leaks. Donc, je vais aller chercher l'effet ici. Donc, Light Raise même plutôt. Hop, je vais bien y trouver son nom. Voilà, donc on a placé l'effet. Je me positionne ici sur la dernière image. Je vais dans la catégorie des effets. Je vais régler la hauteur de l'effet, sa position. Je vais également choisir la région source pour prendre un minimum de la plaque. Je reviens sur l'image finale et je joue sur la force de l'effet. Je le soft, je le rends plus lumineux. Je vais prendre la couleur sur le rouge du phare. Voilà. Je mets des images clés sur Source Threshold, position, pas surtout, presque. Je reviens au début. Et on va changer la longueur, le sauveter un petit peu plus et baisser la luminosité. Voilà, du coup, on y va, lecture en temps réel. Hop, on a la barre qui arrive. On va continuer. On travaille toujours en temps réel avec des images 8K, même avec des images clés. Maintenant, on va étalonner l'équipe. Et pour pouvoir étalonner, tout à l'heure, je vous avais parlé du color management. On était sur un color management en SDR, c'est-à-dire qu'on a pris notre science colorimétrique DaVinci RGB Color Manage, mais en processing ici en SDR. Là, on va passer, en enlevant Automatic Color Management, dans un mode HDR DaVinci Wide Gamut Intermediate. Un espace colorimétrique très large qui nous permet, alors là, on est en sortie SDR, Rec 709 Gamma 2.4 pour le broadcast traditionnel, mais si on voulait pouvoir prévoir des sorties en HDR, en wide gamut, on peut travailler du coup déjà dans cet espace colorimétrique. Et en plus, avec les fichiers RAW, ça va nous donner toute la marge possible pour pouvoir travailler. Donc, c'est ce qu'on a fait directement ici. Et on va travailler sur le clip numéro 3 dans notre timeline. Hop, dans la partie color. Voilà, j'ai ce clip ici. Voilà, donc quand vous regardez ce clip ici, je vais cacher cette partie-là. Voilà, quand vous regardez du coup le clip, il est, si on zoome dessus, vous voyez qu'il est un peu bruité.
Donc, on pourrait rajouter un réducteur de bruit, mais dans une partie un petit peu sombre. Donc, un réducteur de bruit sur le clip. Hop, voilà. Sur un temporal NR, le petit réducteur de bruit qui est ici, avec le seuil de détection de mon bruit. Voilà. Donc, on a une réduction de bruit. Si je voulais, donc là, ça va être très gourmand. Donc là, je vais le désactiver tout à l'heure. Mais je pourrais aussi, pour éviter le côté gourmand, passer en mode note cache. Et du coup, là, je vais cacher et faire le rendu de ce réducteur de bruit ici. Vous voyez là le résultat du réducteur de bruit qui est assez impressionnant. Voilà, je remets l'image en plein pot et puis je désactive le node pour l'instant par rapport aux prochaines démos que je vais faire. On va vouloir isoler la voiture. Alors déjà, je vais faire un nouveau nœud pour faire la balance des blancs. On va essayer de faire ça efficacement. On fait une première balance ici, mais on ne veut pas trop attaquer la voiture. Alors, je vais aller importer mes différents effets qui auront été déjà préparés via des styles. Voilà. Là, je peux appliquer des styles. Et donc là, je veux travailler à l'extérieur de la voiture sans abîmer la voiture. Donc, je vais afficher les différents nodes pour rajouter le node qui a été créé ici pour travailler à l'extérieur de la voiture. Ça va me permettre d'aller mettre une couleur cyan, une vraie grosse dominante cyan, qu'on va même compléter dans le nouveau node HDR. Voilà. Et avec Alt-O, je vais créer un node externe pour pouvoir rebooster mon plan. On va monter un peu la saturation. Donc là, on est dans la voiture et changer un petit peu le contraste. Oula, là, c'est beaucoup trop. Voilà. Donc, je pourrais faire plein d'autres étapes pour vous montrer ici donc l'étalonnage qui a été créé sur le plan. Je vais directement aller chercher donc, le clip numéro 3, appliquer le réglage tel qu'il a été fait. Et maintenant, sur le clip numéro 2, je vais prendre une fonction qui permettrait de faire un color match. Ça ne marche pas à tous les coups, mais parfois ça marche. Donc, je sélectionne le plan numéro 4, je fais un clic droit sur le plan numéro 3 et je fais Shot Match to this clip qui va me permettre de passer d'un plan à l'autre. Il y a un étalonnage qui aura été fait, que vous pourrez continuer, mais du coup, c'est une correspondance de plan. Ça ne marcherait pas sur le plan numéro 5. Dans ce cas-là, on va double-cliquer sur l'image et on va essayer de faire correspondre l'étalonnage ici, ramener l'étalonnage de ce plan pour avoir le look ici, magenta. Hop, je n'ai pas pris le bon outil, je suis parti sur le HDR. Je vais revenir sur les color wheels. Voilà, hop, dans le lift. Voilà, donc on fait correspondre. Je vais assez vite. Voilà, j'enlève le référence. Le visage serait un peu trop attaqué. Dans ce cas-là, je fais un nœud en layer, histoire de retrouver le visage par rapport à l'origine. Là, pour l'instant, on retrouve tout, mais je vais aller faire un masque. Alors, très, très rapide le masque, vous en conviendrez. Voilà, hop. Et dans la partie masque, on va mettre du soft. Voilà, hop, on a rajouté du soft ici. On pourrait remettre un petit peu de réglage à l'intérieur, équilibrer ce que l'on a fait sur ce plan en baissant le gain ici. Voilà, du coup, une des manières d'étalonner, de mettre une forme ici sur le plan. On a vu donc le color, le wipe, les formes qu'on peut créer. Je peux faire un tracking dans ma forme aussi, tant qu'à faire, autant vous parler de ça. Donc là, le tracking qui permet de faire du suivi, vous voyez, sur le visage. Donc ça existait déjà avant la version 17. Ce qui n'existait pas, c'est ce que je vais vous montrer maintenant. Pour sélectionner le visage, on aurait pu aller chercher, je vais vous le valider sur le plan là, un autre outil qui s'appelle le Magic Mask, qu'on a évoqué dans la démo tout à l'heure. Et donc, le Magic Mask qui est ici me permettrait par exemple d'aller sélectionner le visage du personnage. Voilà, je vais me mettre ici. Je vais aller chercher le visage. On voit ici, une fois qu'on valide l'outil, la partie qui est sélectionnée. On peut faire du tracking. Alors,
Évidemment, ce n'est pas magique, comme tous ces outils un peu complexes. Il faut du temps, il faut améliorer le rendu. Voilà, mais c'est quand même très, très intéressant comme point de base, surtout pour étalonner, puisque là, on est pour étalonner. Donc, le but, c'est de sélectionner des zones. Donc là, on va améliorer en mettant en mode better, en allant chercher dans le Smart Refine une valeur plus élevée. Voilà, ça vaudrait vraiment le coup de pousser un petit peu sur ces réglages, mais là, on va le faire assez rapidement. Voilà. Je fais un nœud externe, Alt-O. Hop. J'enlève ça. Je vais rajouter du coup une courbe pour assombrir l'extérieur. Hop. À l'intérieur, je vais mettre un petit peu de lumière sur le visage. Voilà, donc tout ça se fait avec, encore une fois, des plans en 4K, en 8K, pardon. Et on va finir ce petit marathon de présentation de l'ensemble des outils sur, encore une fois, un passage avec Fusion sur ce clip. Ce clip ici, il est en, je ne sais plus, 8K. Oui, il est en 8K. On pourrait l'exporter. Alors, je pourrais pour ça aller dans la partie caméra RAW, choisir même dans le Blackmagic RAW de baisser la résolution pour me mettre en demi-résolution pour gagner un petit peu de temps de l'export. Je pourrais désactiver les effets, l'exporter en proxy et le réimporter ici. Je vais vous le montrer dans la page média. Je reviens sur le plan. Dans ma timeline, je vais supprimer le plan qui correspond. C'est celui-là. Voilà, je le supprime. Il va passer offline ici. C'est logique. Mais je vais aller prendre une version proxy qu'on aurait au préalable exportée. Voilà, je reviens ici. J'ai le clip. Et maintenant, du coup, grâce à la interdépendance des résolutions, en allant dans Fusion, je vais pouvoir travailler sur ce plan en proxy, alléger la chose. Alors, ce qu'on va faire rapidement, je m'en excuse d'avance, je ne vais pas le faire hyper propre pour gagner du temps, mais je vais essayer de nettoyer cette partie-là. Alors, comment on fait? Je vais prendre un planar tracker, un tracking planaire. Je vais mettre ma timeline ici. Je mets une image de référence, l'image 68. Je fais un tracking. Il faut déjà que je définisse ma forme. Aller trop vite. On oublie des étapes. Je définis ma forme. Je fais le tracking en arrière. Je reviens sur l'image. Je fais le tracking en avant. Et je sors mon planar transform, qui sera donc le résultat, le mouvement résultant d'ici. Je vais sortir, mettre de côté pour l'instant le planar tracker. Je pourrais même le supprimer, mais on ne sait jamais. Voilà, je vais aller chercher un time stretcher qui va me permettre de geler mon image. Donc, je le rajoute, je le sors, je le rajoute ici, je le remets dans le visualiseur. Voilà, hop. Donc, il gèle à cette image-là, mais en fait, l'image auquel je veux le geler, c'est la même que l'image de référence, l'image 68 qui est ici. Donc, je rentre l'image 68 qui est là. Voilà. Et maintenant, je vais peindre. Donc, avec l'outil Paint, je mets mon Paint ici. Je vais peindre dans mon image. Alors, c'est là où je vais être un peu rapide, juste histoire de ne pas vous embêter trop. Un petit concert de clics. Bon, là, il est un petit peu gros, mon jaune, mais c'est pas grave. Hop. Allez, on repeint vraiment. Voilà, donc j'ai repeint cette partie-là. Maintenant, je vais vouloir le cacher. Je vais faire un mat contrôle ici pour pouvoir découper cette partie-là. Et pour pouvoir la découper, je vais aller chercher une forme. Voilà, ici. Cette forme, je la rentre dans le mat control, dans l'outil GarbageMate. On voit le résultat. J'ai ma découpe. Je vais inverser la forme. Je vais mettre du soft. Et je vais lui appliquer le planar transform, qui est le mouvement qu'on a créé tout à l'heure avec le planar tracker. Voilà, donc là, en fait, on a le mouvement de la forme. Ah, j'ai fait une bêtise, il en fallait une. Dans mon paint, je vais refaire le paint.
Hop, j'ai pris le mauvais outil. Donc, je reviens sur l'outil Paint. Hop, je me remets ici. En fait, je me suis trompé dans l'outil Paint. Il fallait que je prenne cet outil-là. Là, je faisais une Paint qui se faisait à l'image. Là, il fallait bien que j'aille prendre cet outil Paint ici. Voilà, hop. Donc, heureusement, j'ai été assez vite. Bon. C'est jamais simple d'être trop rapide. Mais je suis sûr que vous allez comprendre le principe, même si je vais assez rapidement. Voilà. Hop, donc le mat contrôle, c'est toujours le même. Le planar transform qui suit le mouvement. Je rajoute l'ensemble ici. Et donc, dans mon media out, j'ai l'ensemble du plan qui apparaît ici. Voilà. Du coup, je retourne dans la page Edit. J'ai enlevé les petits quatre pigeons qui étaient sur le sol, mais je suis toujours sur le plan proxy. Ben, ce n'est pas grave. Je prends le plan qui était ici, je le supprime et je récupère dans mon partie de caméra file d'origine le plan d'origine. Voilà. Et quand je reviens dans la timeline, je repasse en 4K, en 8K, pardon. Voilà, sur le plan d'origine. Voilà, donc j'ai un petit peu galopé sur la fin. On s'est prévu un programme assez large, mais je pense que ça vous montre un petit peu toute la puissance qu'on peut avoir sur même une simple machine M1. Dernière chose dont je vous ai parlé pas mal, c'est le réimport de fichiers IMF. Et donc, on va le faire ici. Là, on a fait un export de fichiers IMF. Je vais en profiter pour revenir ici avec un rendu Netflix que je peux donc réimporter ici et lire directement. Donc là, je peux reprendre le rendu Netflix, qui sera un rendu qu'on ferait directement depuis DaVinci. On pourrait faire un rendu DCP, on pourrait visualiser ce rendu DCP. Voilà, on va en faire une timeline. Retour Netflix. Ouais, donc, on peut vérifier ce que l'on a ramené ici. Voilà, prévisualiser. Bon, là, je pense qu'il est un petit peu au bout. Hop, est-ce qu'il me lit le fichier? Voilà, c'est parti. Voilà, donc là, il peut lire le fichier Netflix. Bon, là, il bug un petit peu, je suis d'accord. Sur ce petit fichier Netflix de retour ici. Voilà, donc j'espère que ça vous a permis de voir un petit peu les différentes possibilités. Je vais revenir avec Gérard ici. Je désactive Share. Voilà, donc pas mal de fonctionnalités d'un coup. Un passage entre les différentes pages. J'imagine qu'il y a des questions peut-être. Alors, il y a des questions. Une première question de Jérémy Demassy. Bonjour Jérémy. Bonjour Jérémy. Demande, peut-on exporter des alphas après le keying d'un fond vert par exemple? Oui, on peut exporter des alphas. Alors, les codecs vont dépendre du type d'ordi sur lequel vous êtes, de station, mais on pourrait exporter une suite TIFF si on est sur PC. Sur Mac, si on a de l'Apple ProRes 444, on pourrait exporter. Donc oui, la réponse est oui. D'accord. Charles Baumer nous demande, bonjour d'abord Charles, nous demande si des tests ont été faits sur Fusion, et effectivement, et qui nous dit: j'ai fait pas mal de motion graphique sur Fusion et les performances actuelles de l'onglet Fusion ne sont pas dingues, mais je n'ai pas testé sur du M1. Bon, je crois que la réponse vient de la démonstration. Je te laisse
Ouais, alors déjà, bonjour à Prisma, puisque je vois qu'ils viennent de Prisma Laval et que j'ai fait il y a très très longtemps un de mes tout premiers stages en sortie d'école. Donc ça me rappelle des souvenirs, c'est toujours rigolo, étant Lavallois moi-même. Donc oui, hein, effectivement, Fusion, ça reste un outil de motion design et comme tout outil de motion design assez gourmand. Et il bénéficie beaucoup de tout ce qui peut être puissance GPU et du M1, et encore plus du M1 Max ou du M1 Pro. Oui. Alors, peut-être, Loïc, pourrait-on repréciser quelles sont les caractéristiques de ta machine là, actuellement avec laquelle tu as fait cette démonstration? Oui, tout à fait. Alors Parce là, que- on est vraiment, et c'était ça qui est intéressant, hein, puisqu'on est sur un tout petit ordinateur. Je ne suis pas sur un M1 Max ou un M1 Pro, je suis uniquement sur un M1 première génération, enfin première puce M1 Apple, avec 16 Go de RAM, mais la puce M1 de base, quoi, config de base. Alors, Mehdi nous demande qu'en est-il du format Apple ProRes? Peut-il lire ses codecs? Ben, je pense que ça, Oui. on a bien évidemment répondu à cette question. Alors, il peut lire, petite précision quand même, il faut être précis, il peut lire de l'Apple ProRes sur toutes les machines, mais il peut encoder de l'Apple ProRes officiel. Après, il y a d'autres choses qui peuvent se faire, mais en tout cas, l'Apple ProRes officiel, il ne peut l'encoder que sur Mac. Bien sûr. Y a-t-il d'autres questions? Alors, il y a. Merci pour cette présentation. Je ne sais pas si c'est le lieu ou le moment, mais comment fonctionner à plusieurs sur des machines différentes, au moins sur le principe. Et ça, c'est Didier Rodrigue qui nous pose cette Oui, question. merci Didier pour la question. Oui, tout à fait, en fait, et ça, c'est aussi une des forces de DaVinci. On avait ce matin d'ailleurs Serge Bunel qui travaille dans une école à Sujet, je crois, ou sur je prononce peut-être mal, mais en tout cas dans un BTS, et ils sont à plusieurs sur les stations, et ils nous confirmaient que ça marchait très bien. Et c'est vrai que moi, je l'ai déjà mis en place plusieurs fois. Alors, pour fonctionner à plusieurs, en fait, quand on entend fonctionner à plusieurs, c'est on est dans une structure de post-prod, par exemple, on a plusieurs stations qui vont travailler ensemble. Et ici, on a la possibilité, il faut créer une base de données, ce qu'on appelle PostgreSQL, mais c'est très simple, hein, c'est de base sur les stations, et c'est maintenant même sur la version gratuite. Donc, on crée une base de données PostgreSQL. Il y a un ordinateur qui va être l'ordinateur maître, qui va gérer la base pour tous les autres. Et du coup, après, tous les autres ordinateurs vont se connecter à cette base PostgreSQL et on pourra partager. Donc, on a des chutiers partagés. Quelqu'un va prendre la main sur un chutier, quelqu'un d'autre crée une autre séquence. On peut étalonner une séquence qui est en cours de montage. Donc là, c'est du clip, ce qu'on appelle du clip locking. Donc, tant que l'étalonneur travaille dessus, il n'est pas mis à jour. Et une fois qu'il a fini, c'est mis à jour pour les autres personnes. Et ça fonctionne effectivement très bien. Donc, Idéalement, il faut un stockage partagé. Il faudra que Vidéo Plus vous vende un stockage partagé pour pouvoir profiter à plein de ça. Il faut qu'il y ait un stockage pour toutes les machines. donc, c'est un bel outil de workflow. On va continuer. Y a-t-il d'autres questions? Jean Richet, bonjour. Bonjour. Que se passe-t-il si sur une même timeline, on met des clips tantôt filmés en 50p et d'autres en 60p, car filmés avec deux caméras différentes? Ah ben ça, c'est... Très bonne question. Alors effectivement, du coup, on l'avait évoqué d'ailleurs dans la première partie présentation, qui était effectivement où on a donné beaucoup d'infos techniques, puis après on a pris la main sur des présentations. Là, je ne vous ai pas montré directement, mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a l'adaptation en fonction de la cadence de la timeline. C'est-à-dire que vous paramétrez la cadence de votre timeline et les rushs que vous mettez dedans s'adaptent à la cadence de la timeline. Et l'adaptation, on peut aussi changer la qualité. Alors, il y a des cas où ce n'est pas très visible, mais il y a des cas du coup où il va y avoir des adaptations de qualité, notamment sur du 24-25, 23-976, 25 ou du 30 images secondes à 25. Et on a des paramétrages en fait, de qualité qui vont être juste. Ça reprend un peu les paramétrages de qualité qu'on a vus quand j'ai fait un ralenti en optical flow ou en optical flow ou en frame blend. Donc voilà ce qui se passe en fait. Il y a une adaptation des cadences pour aller vers la cadence de sortie. Y a-t-il d'autres questions? On peut rappeler aussi que quand vous achetez une licence DaVinci Resolve, vous avez droit à une activation sur deux postes, quand c'est une licence par activation. Donc, c'est à noter. Ça existe aussi en version dongle. Donc là, vous installez DaVinci sur autant de postes que vous le souhaitez, et puis et vous promenez avec votre clé. Pour l'activation de votre logiciel. Y a-t-il d'autres questions?
Alors, je vois une question. Est-ce plus pratique d'encoder en proxy sur Media Encoder? Comment fonctionnent les proxys de DaVinci Resolve? Bonne question. Alors, du coup, je vais reprendre le screen sharing. Je vais reprendre le partage. Hop. Voilà. Alors, en fait, du coup, dans Resolve, quand vous êtes dans la page média, ce qui va se passer, vous voyez bien mon écran? Oui. C'est bon, Gérard? Oui, vous voyez l'écran? Parfait. Parfait. Alors, du coup, vous voyez, sur un ensemble de clips que j'importe, pour l'instant, j'ai vraiment travaillé, même sur mon petit M1, j'ai travaillé sur les natifs. Je ne suis même pas passé sur du proxy. Mais si vous aviez une machine, par exemple, du coup, comme on voyait tout à l'heure, une ancienne génération de MacBook Pro et on sentait qu'on rame sur ce type de clips, on va sélectionner les clips, on fait un clic droit et on va générer des proxy médias ou des médias optimisés. Quelqu'un nous posait la question tout à l'heure, enfin la question qui était également, c'était de savoir si on pouvait générer les clips. On peut générer les clips proxy ailleurs, puisque DaVinci s'ouvre de plus en plus à des workflows complexes, notamment en broadcast, où on pourrait générer via un Media Asset Management un ensemble de proxys, du moment qu'il y ait les mêmes noms et les mêmes timecodes. Et dans ce cas-là, on va lier les proxys médias à un dossier dans lequel il y a les médias qui correspondent. Et une fois qu'on a des proxys qui sont associés à nos clips, voilà, dans les paramètres en fait, de la station, hein, pour info, hop, là, dans les paramètres de ma station, je peux choisir dans la partie Master Setting le type de réglage de mes fichiers proxy ou de mes médias optimisés et l'endroit où je vais les ranger. Une fois que tout ça c'est fait, tout simplement, dans le menu Playback, je peux lui dire d'utiliser des proxys s'il y en a et des médias optimisés s'il y en a. S'il n'y en a pas, il lit le média natif, bien sûr. Et en export, je peux choisir au moment de l'export, soit de repartir sur les natifs, soit de prendre les proxys ou les médias optimisés si on veut faire un export brouillon, par exemple. Hop, je reviens. Existe-t-il un support qui permette de s'éduquer sur Resolve? Vidéo, livre? Oh, il y en a plein, oui, vous en trouvez beaucoup. Même ne serait-ce que sur le site de David, déjà le premier endroit où vous pouvez aller voir, mais il y a plein de collègues ou moi-même qui font on fait des formations. Hein, il y a plein de centres de formation qui en font. Et il y a également sur le site de Blackmagic déjà pas mal de tutos et de matière, notamment la documentation est très bien faite, mais c'est vrai qu'elle fait 4000 pages. Mais en dehors de ça, il y a des tutos qui sont intéressants. Alors, on a une question de Marion Comté. Bonjour, pouvez-vous nous en dire plus sur le column management pour l'export? J'ai souvent eu des problèmes de fichiers trop noirs à l'export. Alors, il y a plein de questions là. Parce que la question de color management, elle est très large. Il y a la question qu'on a évoquée à l'instant, en fait, où je suis passé en color manage, c'est-à-dire que DaVinci s'adapte au type de clip source, qui est une alternative à l'utilisation des LUT. C'est-à-dire que je pourrais utiliser des LUT, c'est on va dire l'ancienne méthode si on veut, en tout cas qui est toujours utilisée, mais on peut aussi se passer en mode color manage, et dans ce cas-là, c'est tout le logiciel qui s'adapte aux différentes sources que vous allez utiliser. Donc en source, vous avez les Blackmagic Raw, les caméras en log, toutes les sources habituelles qui sont utilisées. Après, du coup, moi, quand je suis passé en color management dans ma timeline, je vous ai montré un moment. Au départ, j'étais en SDR, enfin en Rec 709, et j'ai changé pour passer en wide gamut, c'est-à-dire pour avoir un espace plus large et travailler en espace plus large, qui me permet de prévoir des exports par la suite en HDR, en wide gamut. En Rec 2020, on n'y est pas encore, mais en tout cas en DCI-P3, etc. Alors tout ça, bien sûr, il faut que vous ayez le matériel qui va bien. Après, il y a une question que je reconnais par rapport au fait que quand on exporte en QuickTime, notamment, il y a le fameux bug du gamma shift dans le QuickTime, qui fait qu'on a des images QuickTime qui peuvent paraître soit plus noires, soit plus claires, selon le type d'export qu'on a fait. Et il y a une réponse, je vous incite à aller voir en fait, un petit peu plus loin. En fait, ou alors je vais quand même vous partager l'écran juste pour vous montrer. Quand vous travaillez dans Resolve et que vous êtes en Rec 709, si on est dans la version de base, quand vous faites votre export, pour que QuickTime lise bien et qu'il y ait la même image que ce que vous aviez, ici, alors je vais reprendre ma timeline. Voilà. Quand vous êtes en export, ce qu'il faut faire pour bien avoir cet export, c'est de mettre un tag, un gamma tag, c'est-à-dire du coup dans ma partie d'export ici, dans les Advanced Settings, vous avez un color space tag et un gamma tag. Donc color space, disons que si on est en Rec 709 ou en sRGB,
pour export pour Internet. Voilà, on va le choisir ici. On va le faire broadcast. Je vais mettre en rec 709. Voilà. Et le gamma tag ici, si je voulais garder ce gamma tag et qu'il soit interprété correctement, là, c'est la question du fameux gamma shift de QuickTime. Donc là, je veux mettre, soit je me mets en gamma 2.4, ça marche. Et il y a aussi le rec 709A. Voilà. Alors, à tester, vérifier, il faut vraiment du coup s'assurer du fonctionnement parce que les cas ne sont jamais les mêmes exactement et en fonction de la calibration de votre écran. Il y a aussi la question, en fait, du coup, dans les paramètres de DaVinci, il faudra bien faire attention si vous utilisez une sonde pour paramétrer votre écran, de bien dire à DaVinci d'utiliser le profil de votre écran, en tout cas là, quand on parle des écrans informatiques. Après, il y a la calibration des moniteurs. Et là, du coup, il faut avoir, donc là, c'est un peu plus complexe puisque la calibration des moniteurs externes, il faut un logiciel style Kalman et une sonde pilotée en extérieur. Alors, il y a Florent qui nous demande si DaVinci est prévu sous iPad Pro M1. Ben là, pas à ma connaissance. Moi non plus. On aimerait bien, parce que là, je vous parle d'un iPad M1. Capture One aussi, on l'attend, mais bon, là, c'est iPadOS, c'est pas macOS, et on n'a pas la réponse. Je ne pense pas que non plus, Loïc, tu es un éclairage à ce sujet. Et... Pas d'infos pour l'instant. Pour l'instant, il n'y a pas de version. C'est vrai que. Pour l'instant, je n'ai pas d'infos par rapport à ça. C'est possible qu'un jour ça arrive, mais on le souhaite tous. Alors, d'autres questions. Est-il possible de capturer et d'importer directement des rushs depuis une caméra ou un lecteur dans DaVinci Resolve? Oui. C'est une capture anonyme. Oui, tout à fait. En fait, maintenant, sur Resolve, on a même la possibilité de fonctionner en mode studio. Et on a, à une époque, on avait la possibilité d'avoir la carte de sortie vidéo, mais maintenant, on a la possibilité d'avoir la carte de sortie et d'entrée en même temps. Et donc, de faire un flux live où on pourrait rentrer une image, la pré-étalonner ou faire ce qui devient un outil de DIT, en fait, de Digital Imaging Technician, de travailler sur le set en live et d'avoir la sortie sur un moniteur de contrôle. Alors, Jean Richer nous demande, bonjour, alors là c'est un problème de destination. Bonjour, comment régler la timeline si on a des clips en HD et d'autres en 4K? Alors, la timeline, elle va dépendre de votre sortie, effectivement. C'est exactement ce que tu dis. C'est-à-dire qu'il faut toujours avoir en tête sa sortie. On règle la timeline en fonction de sa destination. Donc, si on sort en 4K, on va mettre sa timeline en 4K et c'est les rushs HD qui vont être gonflés, qui vont être up convertis. Et il y a des possibilités d'ailleurs d'améliorer le up conversion, puisqu'il y a ce qu'on appelle j'ai perdu le terme. Alors attendez, je vais aller le chercher, comme ça je ne vais pas dire de bêtises. Le superscale, ça y est, ça me revient. Le superscale, qui est donc une fonction qui va permettre de gonfler les images, d'améliorer. Il faut quand même avoir une bonne qualité source. Hein. Ça ne marche pas si on a les images. Il faut qu'un pixel égale un pixel au départ. Mais du coup, ça améliore le résultat. Voilà. Et à l'inverse, si on veut finir en HD, on met notre timeline en HD. Ça, c'est facile, c'est beaucoup plus facile, mais voilà. Beaucoup plus probant, parce que quand même, tirer sur du pixel, c'est jamais, quand on peut... Alors, les algorithmes font partie des bons algorithmes que j'ai vus, on en a testé pas mal, ça marche. Ça marche il faut que les images au départ soient bonnes, c'est clair. Gilles Massé nous demande, bonjour, à propos de l'aimantation, snapping, lorsque celle-ci est activée, les clips sont bien aimantés, lorsqu'on les rapproche les unes des autres seulement, le problème, à mon sens, est que la tête de lecture est elle aussi aimantée. Est-ce possible de garder l'aimantation des clips et désactiver l'aimantation de la tête de lecture? Merci beaucoup pour ta réponse. Alors, ce qu'il est possible de faire, je n'ai peut-être pas la réponse totale, mais je vais vous montrer. Alors, il faut que je repartage mon écran. Hop. On va repartir dans la page montage. Voilà. Alors, le snapping, du coup, il est validé avec l'outil ici, le N. Et donc, quand je prends un clip et quand je le déplace, voilà, pour l'instant, il y a effectivement mon N est validé. Si deux solutions, en fait, soit je veux le dévalider, donc j'appuie sur N, et là, quand je bouge, il est dévalidé, mais quand je lâche, il reste toujours dévalidé. Voilà. Soit je déplace, soit je garde mon snapping validé, je déplace ici, et quand j'appuie sur N, là, ça le dévalide, mais de manière temporaire. C'est-à-dire que quand je lâche après, il revient en place. Voilà. Donc, c'est ça le fonctionnement en fait, qu'on va avoir
Donc, pareil pour la tête de lecture, effectivement, est magnétisée ici. Voilà, si j'appuie sur N, elle est plus magnétisée de manière temporaire. Et si je lâche, l'élément revient. Donc, c'est comme ça que fonctionne le snapping dans DaVinci. Et pour le remettre ou pas le remettre. Sylvestre, bonjour Sylvestre, qui possède un PC sous Windows 10 et qui nous demande peut-on monter des fichiers ProRes RAW enregistrés sur un Atomos Ninja 5 avec un Sony A7S3? Oui. Didier nous demande bonjour, vous parlez d'export en DCP. Pouvez-vous nous en dire plus? Également, alors je vais repartager l'écran rapidement. En fait, on peut faire des exports DCP directement depuis DaVinci de deux méthodes, enfin avec deux outils. Un qui est l'intégration d'outils EasyDCP, mais qui cette fois-ci est effectivement payant, puisque du coup, là, lorsque je suis dans l'export ici, dans la partie vidéo, vous voyez que je peux exporter en DCP et j'ai deux codecs. J'ai EasyDCP qui demanderait du coup, si on veut exporter plus de, je sais plus, en fait, on peut exporter 15 secondes d'une version démo et puis il faut payer la licence si on veut pouvoir exporter complètement. Et surtout, EasyDCP nous donne l'intérêt de pouvoir faire des DCP encryptés, donc c'est vraiment l'intérêt. Par contre, si vous voulez faire des petits DCP, enfin des petits DCP, si vous voulez faire des DCP parce que vous faites des pubs pour un cinéma ou qu'on vous demande des comment dire, où vous faites une avant-première ou vous pouvez avoir accès à une salle de cinéma, vous pouvez faire un DCP avec Kakadu JPEG 2000, plus le nom est rigolo, donc c'est toujours drôle. Et on peut faire des DCP ici directement, gratuitement. Il n'y a pas de clé d'encryptation, donc c'est juste ça, c'est un DCP libre, mais vous pouvez l'exporter directement depuis DaVinci. Donc, on exporte le DCP. On a tout le nommage des DCP habituels. Il faudra mettre vos pistes en 5.1, renommer dans la composition setting donc les correspondances. Mais au lieu d'être obligé de passer sur des outils, peut-être que vous connaissez déjà OpenDCP ou autres, avec lesquels j'ai pas mal travaillé et qui permettaient de le faire de manière gratuite, mais qui passaient par un workflow assez complexe. Il fallait exporter des suites d'images, les réimporter, gérer le JPEG 2000, l'encodage XYZ, etc. Là, on peut le faire directement depuis l'interface. GPS Créa Image nous demande Resolve importe-t-il des fichiers MXF provenant d'une caméra FX70? Alors, je pense qu'il parle plutôt d'une NX70, mais je n'ai pas testé avec celle-là exactement, mais normalement, il n'y a pas de souci. Normalement, il n'y a pas de souci. Et s'il y avait un souci, il y a toujours Catalyst Browser qui permet de le faire en passant par cet intermédiaire, qui est téléchargeable sur le site Sony et qui, je crois, est toujours gratuit. Voilà, alors, je ne connais pas les codecs exactement, mais je sais qu'il y a aussi quelques codecs qui sont spécifiques à la version payante de DaVinci. Donc là, il faut être plus précis. Alors, peut-être que des fois, si vous avez la version gratuite, certains codecs, c'est rare, mais il reste encore certains codecs où il faut la version payante pour… Alors, toujours bien préciser aussi que quand on est sur la version gratuite, on travaille en 8 bits. Hein. Ça, c'est quelque chose qu'il faut quand même avoir en tête. Bon, comme tu l'as souligné, la version payante est quand même relativement bon marché. Oui. Y a-t-il d'autres questions? Alors, bonjour. Qu'en est-il c'est spectateurs anonymes, qu'en est-il des mises à jour NVIDIA DaVinci 17.3 et Linux, notamment Ubuntu? Alors, qu'en est-il des mises à jour Alors, savoir s'il est compatible avec les mises à jour NVIDIA. Je sais qu'il y a une réactivité. C'est vraiment un des fabricants qui est le plus réactif en termes de mise à jour, puisqu'il y a enfin, vous le constaterez même quand vous allez travailler avec DaVinci, c'est que très souvent, vous avez des mises à jour. Donc, c'est un des plus réactifs, même par rapport aux nouveaux OS, etc. Vous êtes quand même très vite compatible. Sur Linux, je pourrais moins vous en dire, parce que je travaille essentiellement, beaucoup sur PC et sur Mac avec. Et j'ai eu entre les mains des Linux, mais par rapport à Ubuntu, ça, je ne pourrais pas vous répondre. Mais vous pourrez revenir. Je vais peut-être vous remontrer les derniers. Je vous avais dit que j'allais vous partager les derniers éléments de mon keynote. Hop, et voilà, ça va me permettre de revenir sur le petit keynote que j'avais fait ici, sans être trop rébarbatif. Mais voilà, du coup,
Donc, on a vu, pour faire un petit résumé, on a vu les différentes pages de DaVinci et qu'on pouvait travailler avec des fichiers 12K et même des fichiers RAW, et on a vu les méthodes. Notamment, on a parlé avec vous des fichiers proxy. Donc, on a vu les boosts de performance avec les puces M1, le fait qu'on est indépendant de la résolution, donc ce qui permet de choisir la résolution de la timeline, peut-être pour alléger le travail de la station ou pour notre sortie. Le travail en GPU, le fait qu'on est en Blackmagic RAW. Voilà. Et si vous avez besoin, vous pouvez poser des questions à Blackmagic directement. Alors, le plus simple, c'est même d'aller sur le site de Blackmagic. Gérard, ici, vous pourra également vous répondre, ou moi également. Voilà. N'hésitez pas, on pourra vous rediriger s'il y a des questions plus précises, puisque techniquement, on n'a pas forcément toutes les réponses sur tous les. Comment faire pour exporter une timeline? Et c'est Sylvestre qui nous pose la question. Alors, comment faire pour exporter une timeline? Alors là, du coup, en fait, on est très, très ouvert dans DaVinci, puisqu'à la base, c'est un outil d'étalonnage, et donc, il peut importer beaucoup de formats de tous les autres logiciels courants, du XML, du AF, du XML Final Cut Pro 10, du Final Cut 7, le XML Final Cut 7 qui est utilisé par Premiere, l'AF qui est utilisé par Avid. Et pour exporter la timeline, on peut exporter, si on retourne dans ces logiciels-là, on peut exporter dans tous ces formats-là. Avec le round trip, c'est-à-dire si on importerait depuis les logiciels de montage, on peut étalonner, puis après réexporter avec le round trip vers ces formats-là qui intégreraient l'étalonnage, les fichiers exportés, étalonnés. Et si on veut exporter la timeline de DaVinci, il y a maintenant, du coup, quand on est dans DaVinci, on peut exporter un projet, c'est un DRP, DaVinci Resolve Project. On peut exporter une timeline, un DRT, DaVinci Resolve Timeline. On peut exporter des chutiers, des points DRT, DaVinci Resolve Bin. Ça, pour l'instant, c'est quand on est dans l'univers DaVinci. Ça permet de l'exporter pour l'envoyer à quelqu'un d'autre qui travaille dans DaVinci. Mais pour tous les autres outils, on a les exports XML, Rich XML, AAF qui permettent d'exporter les timelines. JPB met un point d'interrogation sur Windows 11 Pro. Alors, Windows 11, si la question c'est est-ce que ça marche sur Windows 11? Oui. Pro, je ne sais plus sur lequel. Je sais que j'ai travaillé sur Windows 11, pas plus tard qu'hier. Savoir s'il était pro ou pas, ça, du coup, il faudrait que je vérifie. Je pense que oui. Si je peux travailler sur le 11, je pense que je peux travailler sur le pro. Je ne vois pas pourquoi, mais pourquoi il ne pourrait pas, en tout cas. Y a-t-il encore des questions? Alors, la question, un iMac 2020 ou un Mac Pro M1, quel est l'ordinateur le plus adapté sans… Très simple, le M1 Pro ou le M1 Max. Là, du coup, vous avez plus de puissance. Clairement, on a fait des tests tous. On en parlait justement avec Gérard avant. Là, vous avez vraiment une optimisation. Là, déjà, j'étais sur un M1 et déjà, c'est vraiment fluide. Alors, sur un M1 Max… Même pour des configurations très peu chères avec des Mac mini, ça marche vraiment très, très bien. C'est complètement étonnant. Et pour des machines qui sont quand même relativement abordables, vous avez des performances vraiment inespérées, j'allais dire. Un export XML intègre-t-il aussi les effets? Alors, une partie, en fait, l'export XML, il y a les limitations de la version du XML dans laquelle vous êtes. Donc, il y a une partie des effets qui sont pris en compte. Vous allez voir les effets de vitesse qui vont être pris en compte, même les effets de vitesse variable. Une partie des effets de resize. Attention, il y a des choses qui passent et des choses qui ne passent pas. Dans les deux sens, d'ailleurs, c'est ce qu'on appelle, c'est toujours la phase de conformation qui fait que quand on va passer de Premiere ou d'Avid à DaVinci, il faut faire une étape de conformation et vérifier ce qui peut être passé. Parfois réadapter les effets. Il y a des effets aussi qui sont des effets de fabricants tiers et qui seront valides dans un logiciel et qui ne passeront pas par le XML. Voilà. Didier Rodrigue nous demande, sera-t-il possible d'accéder à un replay de cette présentation? La réponse est oui. Elle sera comme toutes ces présentations visible sur notre chaîne YouTube Vidéo Plus Télévision. Vous y avez accès en tapant l'URL de notre site Vidéo Plus France, tout simplement, dans un moteur de recherche et vous aurez donc accès à cette vidéo qui sera en ligne dans 48 ou 72 heures. Y a-t-il d'autres questions? Qu'en est-il de la gestion des sous-titres, import de fichiers SRT, par exemple? Du coup, on peut importer des fichiers, en fait, SRT. Et on a la gestion dans DaVinci. Remarque, je peux vous le montrer également
juste pour que vous ayez l'idée. Hop, voilà, quand vous êtes dans la page de montage, si je ferme l'inspecteur et que j'ouvre les effets, vous avez dans la catégorie des titres la possibilité d'aller chercher un élément sous-titre. Voilà, là, vous pouvez le placer par-dessus et en fait, le sous-titre, vous allez le caractériser dans l'inspecteur et vous allez pouvoir mettre vos sous-titres, choisir de le décaler, de mettre plusieurs niveaux de sous-titres, de mettre le synthé du sous-titre. Hop. Alors, pourquoi il n'apparaît pas mon sous-titre? Peut-être parce que je suis en 2.39 et qu'il est en dessous. Tiens, c'est un truc que je n'aurais pas vu. Hop. Alors, je crois que là, ma machine, avec le côté zoom, un petit peu... En tout cas, voilà, les sous-titres, vous avez des pistes de sous-titres qui apparaissent ici. Et puis, vous pouvez créer vos sous-titres et faire apparaître vos sous-titres à l'écran sans problème de cette manière-là. Voilà, donc, on peut importer des sous-titres, on peut créer des sous-titres et on peut aussi exporter des sous-titres. Tiens, si, je vais peut-être vous montrer ça quand même. Excusez-moi, je vais reprendre la main. Hop. Voilà, du coup, quand je place mes différents sous-titres, je peux créer différentes lignes de sous-titres. Donc, à différentes subtitle tracks. Voilà. Et quand je vais créer mes différentes pistes de sous-titres en sortie, je pourrais choisir à l'export. Donc là, je ne vais pas le sortir en DCP, mais en QuickTime. Voilà. Je pourrais à la fin choisir dans le subtitle setting les pistes de sous-titres que je veux exporter, qui seront soit intégrées dans le fichier, donc brûlées dans le fichier. Vous voyez, d'ici, là, il apparaît d'ailleurs, justement, c'est bien. Donc, j'ai mon sous-titre qui apparaît ici et je peux le brûler dans le fichier. Donc, c'est un fichier exporté avec le sous-titre ou alors comme fichier séparé. Et en incluant en fichier séparé le sous-titre 1 ou le sous-titre 2, ou alors en MBD, sur le QuickTime, par exemple, qu'il supporte. Voilà. Donc, on a vraiment toutes les possibilités d'import des sous-titres, de création de sous-titres et à l'export, d'exporter les sous-titres soit en séparé, soit en intégré, soit en brûlé dans la vidéo. Y a-t-il d'autres questions? On aura fait une session déjà Dense. dense. Eh bien, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais conclure. Je vais d'abord remercier Loïc pour sa présentation. Merci à toi. Merci à Je Vidéo Plus. vais remercier tous les participants à cette session. Je vous rappelle qu'on a à votre disposition, si vous en avez besoin, tous les outils qui tournent autour de DaVinci Resolve, les panels, les cartes d'acquisition, les moniteurs, les claviers, enfin tout l'écosystème DaVinci. Et puis tout l'écosystème Blackmagic en général, puisqu'on est bien sûr agréé pour la vente de tout ce matériel et certifié aussi pour la vente de Resolve et les panneaux associés. Voilà, et bien, cette session va se terminer sur des remerciements et puis à bientôt pour d'autres séminaires, de webinaires sur DaVinci et d'autres produits. Merci de votre Merci attention. beaucoup. Merci à tous. Merci Gérard. Merci. À bientôt. Au revoir. Merci.